Je suis Eric Sabourin du CIRAD, actuellement professeur visitant à l'Université de Brasilia. Donc je vais avoir le plaisir d'animer ce panel. Plusieurs des intervenants qui participent à latino-américains sont des membres d'institutions qui participent d'un réseau porté par le CIRAD, un réseau en partenariat sur les politiques publiques et le développement rural en Amérique latine. Et nous avions prévu dans ce panel, comme dans d'autres, des regards croisés avec des expériences européennes. Malheureusement, les personnes que nous avions invitées n'étaient plus disponibles et au dernier moment. Donc nous allons avoir des interventions uniquement sur des expériences latino-américaines ou sur des cas de coopération entre l'Agence française de développement et des pays latino-américains. Donc le thème de ce panel, c'est les enjeux de la préservation des ressources par rapport au développement rural, les interfaces, comment gérer les interfaces entre production et conservation. Et donc on va avoir deux temps. Un premier thème qui va réunir trois expositions. D'abord Sébastien Velu qui va parler des enjeux des territoires d'aires protégées à partir de ses travaux en Argentine et au Chili. Ensuite, la présentation de Carlos Tamayo, qui est directeur du développement durable des parcs nationaux de Colombie, qui va présenter donc l'expérience et les enseignements de son institution en Colombie. Et finalement, Guillaume Chiron, qui est directeur adjoint de la division Agriculture, développement rural, biodiversité à l'Agence française de développement, présentera les expériences de la politique de coopération de l'AFD sur cette thématique d'aires protégées en Amérique latine. Et le quatrième intervenant, Oscar Chancez, du Costa Rica, c'est l'ex-directeur de l'expérience emblématique de paiement pour services environnementaux en Amérique latine, celle du FONAFIFO, dont il a été directeur pendant plus de 20 ans, qui est donc le fonds de financement des services environnementaux du Costa Rica. Une expérience qui a été non seulement une référence, comme il l'expliquera, pour l'Amérique latine au-delà du Costa Rica, mais qui a également généré des coopérations avec des pays d'Afrique centrale, d'Afrique forestière, et peut-être probablement également des influences en Europe. Alors tout de suite, je vais donner la parole à Sébastien, qui est professeur à l'Université Paris 3, qui a été directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Et Sébastien, tu as 15 minutes. Si tu préfères, oui. Je crois que tu n'as pas de PowerPoint, donc ça va aller vite. Je vais mettre là quand même. Alors on nous a recommandé de parler près des micros pour faciliter le travail des traductrices. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier l'organisatrice et l'organisateur de ces journées de m'avoir proposé d'y faire cette brève intervention, donc d'une quinzaine de minutes sur les parcs naturels en Amérique latine et leur lien avec les questions de développement rural. Et outre les Martine Guibert et Eric Sabourin, je tiens à remercier l'équipe de l'IDEA aussi qui a œuvré pour que ces journées puissent se tenir, ainsi que l'AFD qui nous reçoit. Ce dont je vais parler, c'est essayer de faire une sorte de panorama général des questions de la connexion entre aires protégées et développement rural en Amérique latine aujourd'hui. Évidemment, il est difficile de donner une vue d'ensemble de ces questions puisque les réalités nationales, régionales sont éminemment diverses, à la fois dans les politiques de conservation, dans leur conception, mais aussi dans les problématiques spécifiques des espaces ruraux. Aujourd'hui, plusieurs points pour entrer dans ce sujet. Évidemment, l'Amérique latine, bon, quand on réfléchit aux espaces protégés, les espaces protégés, ce sont d'abord des espaces de protection de la biodiversité et c'est une valeur importante aujourd'hui. Je vais en parler un petit peu. Et
de ce fait, les aires protégées répondent d'abord à cela avant de répondre à des questions spécifiques liées au développement des territoires ruraux où elles sont implantées. Donc c'est cette reconnexion auquel il faut réfléchir. Et je vais y réfléchir notamment en utilisant des matériaux que nous avons collectés avec l'AFD autour de la question de la protection de la biodiversité pour définir, si vous voulez, des lignes possibles de coopération entre la France et l'Amérique latine. Donc ce travail repose aussi sur cette recherche qui a été menée par une série de focus group en Amérique latine et en France. Deuxième point, les espaces protégés en Amérique latine, eh bien, ils ont une histoire qui est une histoire assez longue, je vais en dire quelques mots, et aujourd'hui, cette histoire est traversée par à la fois les nouvelles demandes, les nouveaux objectifs que l'on fixe aux aires protégées, mais aussi par l'expansion des frontières agricoles, l'expansion de la frontière minière dont il a déjà été abondamment question et qui sont autant de forces de pression sur ces territoires en principe protégés. Troisième sous-point, la question foncière est derrière cette problématique des aires protégées en Amérique latine, puisque, on l'a vu un peu tout à l'heure dans l'exposé sur le Pérou, il y a à la fois des problèmes de délimitation de ces territoires qui ont souvent été pensés comme des territoires de protection dans des espaces supposés vides et qui aujourd'hui sont soumis à des pressions. Et du coup, la question foncière revient sur le devant de la scène. Alors, je vais aborder ça en 3 points, en essayant d'être bref. Je n'ai pas fait de PowerPoint pour ne pas être trop long, mais je ne sais pas si c'est une bonne technique. Le premier point, un petit panorama historique quand même sur les aires protégées en Amérique latine. Un deuxième point sur les nouveaux enjeux des aires protégées. Et un troisième point plus spécifique sur le développement des territoires ruraux. Alors, premier point donc sur quelques éléments historiques sur la mise en place finalement des systèmes d'aires protégées en Amérique latine. Les premières mesures de conservation d'un certain nombre de ressources naturelles, elles apparaissent dès l'époque coloniale autour des ressources en eau et des ressources en bois, mais l'Amérique latine se lance dans la constitution d'aires protégées à partir de la fin du XIXe siècle. Au Mexique, puis au début du XXe, au Chili et en Argentine, les premiers parcs étant créés donc, dans les premières décennies du XXe siècle. Et ce premier moment, c'est un moment au cours duquel l'Amérique latine pense la protection de la nature, soit à partir de la préservation de ressources pouvant être un jour exploitées, réserves forestières par exemple, soit à partir de la protection des ressources en eau, c'est le cas au Mexique, ou par rapport à des perspectives de développement touristique, un petit peu comme l'ont été les premiers grands parcs états-uniens. Ce mouvement, il converge vers un document important qui est la Convention de Washington de 1940. Alors, il y a beaucoup de conventions de Washington, mais il y en a une en 1940 qui porte sur les aires protégées en Amérique latine et qui va définir un certain nombre de catégories de protection qui sont au fond des catégories de protection plus ou moins strictes de ces espaces protégés. Du coup, ces espaces protégés, d'une part, ils ne sont pas du tout pensés par rapport à une problématique de développement local ou de développement rural, mais bien comme des espaces de protection, voire d'exclusion des populations qui pouvaient s'y trouver. Et on a des cas d'aires protégées créées en Amérique latine dont on a expulsé les populations qui s'y trouvaient, qui étaient des agriculteurs. Et puis aussi des aires protégées qui ont été localisées plutôt dans les espaces de faible densité, loin de tout. Alors si vous regardez la carte du Brésil, les aires protégées, elles sont largement dans la région amazonienne où finalement elles étaient une façon aussi d'avoir une action publique à partir d'un certain nombre de périmètres ainsi définis. Si vous regardez la carte du Chili, la carte de l'Argentine, vous allez trouver le même type de géographie des aires protégées, c'est-à-dire dans les espaces vides de faible densité. Ça correspond aussi à ce qui était dans ces pays-là des terres fédérales, donc des terres qui étaient de l'État, dont l'État finalement ne savait pas très bien quoi faire, et donc il en fait des parcs. Alors,
et vous voyez que ça pose une question qu'on n'a peut-être pas suffisamment discutée ici, qui est la question de qu'est-ce que c'est l'espace rural en Amérique latine. Parce qu'on parle de la ruralité. Moi, quand je vois les photos de Marie sur le désert d'Atacama, pour moi, est-ce que c'est vraiment un espace rural? Enfin, il y a quand même une réflexion à faire sur les types d'espaces ruraux. Harrelson l'a montré dans sa conférence hier. Mais suivant que vous êtes dans ces espaces de très faible densité, sans ressources en eau, et donc une possibilité de production agricole extrêmement limitée, ou dans des espaces plus proches de l'urbain, évidemment, ce n'est pas les mêmes espaces ruraux, et donc les problématiques vont être différentes. Alors, ces espaces protégés se sont étendus, les critères et les catégories se sont multipliés, et ce qui est intéressant aujourd'hui dans tous les pays d'Amérique latine, c'est la multiplication des types d'espaces protégés. C'est-à-dire qu'on est sorti du cadre un peu strict de la Convention de Washington, où il y avait, je crois, 5 catégories, pour avoir des typologies beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus complexes et propres à chacun des pays. Typologies qui permettent d'ailleurs, à un certain degré, des usages économiques, productifs dans ces espaces protégés, sous certaines conditions, d'une part. Et puis on a aussi un développement de nouveaux types d'espaces protégés, avec d'un côté le développement d'espaces protégés qui ne sont plus nationaux, qui peuvent être soit des espaces protégés privés, et il y en a de plus en plus en Amérique latine. Le Chili est un bon cas, un bon exemple d'un pays où les espaces protégés privés se sont multipliés avec la bénédiction de l'État chilien, bien sûr, malgré un certain nombre de conflits, on pourrait y revenir, mais où on a inciter des acteurs privés à créer des réserves, parfois extrêmement vastes, de taille équivalente à celle de parcs nationaux, et puis également des parcs ou des aires de protection d'intérêt local qui peuvent être, c'est le cas en Argentine, portés par des municipes, par des provinces. Donc on passe ainsi, si vous voulez, d'une catégorisation relativement simple que vous allez retrouver de la Convention de Washington aux typologies de l'UICN, à des typologies beaucoup plus ouvertes qui créent aussi des mosaïques difficilement lisibles sur le terrain où on a une imbrication d'aires avec différents statuts de protection, différents modes de gestion, différents niveaux de propriété. Et du coup, si vous voulez, ces aires protégées se démultiplient dans les objectifs et dans la définition. Alors, qu'est-ce qu'on en attend? Et de ce point de vue-là, en Amérique latine, et ça c'est le petit travail qu'on a fait sur la biodiversité qui nous amène à cette réflexion-là, on passe quand même d'un changement d'attente par rapport aux aires protégées, et je dirais qu'on passe déjà d'une définition de la protection de la biodiversité spectaculaire à la biodiversité ordinaire. Vous le savez, dans les théories de conservation, on a souvent et longtemps pensé sur certaines espèces emblématiques, et aujourd'hui, la question plus forte en Amérique latine, c'est aussi la protection de la biodiversité ordinaire, des plantes locales, des espèces qui ne sont pas forcément les plus visibles, mais qui doivent néanmoins être protégées. Deuxième point qui apparaît et qui est en lien avec l'agriculture, c'est tout ce qui est autour de l'agrobiodiversité, donc la culture d'un certain nombre de plantes d'intérêt local. Alors ici, il y a une spécialiste du quinoa qui pourra nous en parler plus en détail, mais comment on préserve un capital génétique, comment on s'appuie sur des ressources naturelles et des espaces protégés pour garder éventuellement ces ressources. Et puis, de plus en plus, donc, on voit apparaître de nouvelles attentes. Une thématique très générale autour des services écosystémiques, donc on en parlera tout à l'heure à propos du Costa Rica, mais c'est une thématique qui, même si elle apparaît, a du mal à être formalisée en Amérique latine, en termes de qu'est-ce qu'on mesure, qui bénéficie des services, comment on les finance, et puis une thématique de plus en plus autour du tourisme dans les aires protégées comme moyen de développement local. Le problème de tout cela, c'est que les États latino-américains sont généralement dépourvus de moyens effectifs pour gérer leurs aires protégées. On retrouve quelque chose qu'on a dit depuis hier, c'est-à-dire on est face au problème des manques de moyens de l'État pour intervenir, gérer les aires protégées. Et derrière cela, il y a une question aussi sur le type de modèle que promeuvent les organismes chargés de la protection, c'est-à-dire que si vous avez en Argentine, par exemple, une administration des parcs qui a une fibre conservationniste depuis son origine,
au Chili, les aires protégées sont gérées par la Corporación Forestal, dont l'ADN est l'exploitation forestière. Donc, ce n'est pas la même culture, si vous voulez, de protection. Et surtout, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, c'est difficile de faire de ces aires des leviers de développement sans argent. Donc, d'où vient l'argent? Il vient soit des acteurs privés, mais qui vont imposer leur propre agenda. Alors, il y a quelques mois, on a une thèse assez intéressante sur les aires protégées privées du sud du Chili, d'Andrés Rez Catalán. Et Andrés montre que justement cette protection qui est portée par une ONG internationale qui est Conservation International, c'est une protection qui est très basée sur des critères stricts de biodiversité, mais qui marginalise complètement les populations locales, compris surtout de ne pas venir dans l'espace protégé qui est près de Valdivia au Chili. Ou bien alors, on a aussi des bailleurs de fonds privés, c'est intéressant d'en parler ici à l'AFD et avec l'AFD, et les quantités de crédits déversés sur les aires protégées et sur la protection de la biodiversité en Amérique latine est considérable, que ce soit via l'AFD, via le GEF, via le FEFEM, via la Banque mondiale et d'autres. Donc, mais la question, quand on regarde sur le terrain ces moyens qui sont déployés, c'est quelle est la construction de politique publique qu'il y a derrière cette mise en place de crédits. Et on a encore trop d'exemples de définition de politique publique très descendantes, très top-down, qui, quand ils arrivent sur le terrain, apparaissent très déconnectés des demandes et réalités des populations auxquelles elles sont censées porter des bénéfices. Bon, on pourra y revenir parce qu'il y a vraiment une question sur la construction de l'action publique internationale versus l'action publique locale. Donc aujourd'hui, et je vais essayer de terminer par là, on a une voie très étroite sur la façon dont ces aires protégées peuvent être mises au service d'un développement rural local. Ça renvoie à tout ce qui a été présenté hier autour des SIAL, en partie par Denis et Gerardo, sur les produits de qualité et le tourisme. Mais le travail qu'on a pu faire sur le terrain montre que ça reste de petite taille. C'est des petites expériences qui, certes, vont apporter quelques bénéfices à des communautés locales sur des micro-activités, souvent très faiblement rémunérées. Donc, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et voir quels sont les bénéfices. Et puis aussi, qui ne peut véritablement se faire que s'il y a accessibilité, c'est-à-dire que c'est dans les aires périurbaines, finalement, ou accessibles depuis la ville, près des marchés, qu'on voit apparaître ce type de projet, et bien plus difficilement dans des aires plus lointaines, même s'il y a, par exemple, au Brésil, des expériences très intéressantes dans les réserves extractivistes pour les populations locales. Bon, passer de la réserve extractiviste à la production industrielle, de ramasser la castagne dans la forêt à vendre à des fabricants de barres chocolatées pour faire il y a des étapes qui sont difficiles à franchir. Et par rapport à cela, je finis là-dessus parce que c'est un de mes dadas. On a besoin d'inventer des nouveaux dispositifs et je voudrais quand même attirer l'attention sur les réserves de biosphère de l'UNESCO en Amérique latine, sur lesquelles on a pas mal travaillé avec plusieurs étudiants, qui sont des cadres souples d'interaction, d'imagination de nouveaux types de projets, notamment dans les zones périphériques, dans les zones de transition. Il y a des belles expériences qui sont en cours, pas suffisamment systématisées, et qui manquent peut-être un petit peu d'outils et de moyens pour être développés. Du coup, et pour finir, on a un panorama extrêmement varié de ces aires protégées et qui restent fragiles et qui ont du mal finalement à assumer ces nouvelles fonctions. Et je crois que la façon dont ils répondent, c'est aussi une façon de répondre à leur place dans l'espace national, c'est-à-dire à la fois d'un point de vue géographique proche, mais aussi de l'insertion finalement de ces espaces ruraux dans les sociétés globales, de manière à ce qu'on puisse véritablement faire des aires protégées des leviers du développement local. Je vous remercie. Merci Sébastien et d'avoir maintenu la tradition des sciences sociales sans PowerPoint, ça va plus vite. Donc je vais passer la parole à Carlos Tamayo, qui va donc témoigner de son expérience à la tête des parcs nationaux de Colombie. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a los organizadores del evento a compartir
precisamente la experiencia desde parques nacionales naturales y también teniendo en cuenta el contexto regional que hemos venido, digamos, trabajando, en donde básicamente se ha definido con representantes de los diferentes países cuáles son los lineamientos de política para la conservación de las áreas protegidas. Gran importancia tiene la representatividad de los ecosistemas y de la riqueza que tiene tanto biológica como cultural. Es importante también la participación de los actores locales, de los actores institucionales, tanto en el desarrollo de políticas como en la implementación, y algo muy fundamental, lo comentó Sebastián, el manejo efectivo de las áreas protegidas. ¿Cómo garantizamos la conservación de estas áreas protegidas, de los servicios ecosistémicos para su desarrollo? Y sobre todo, cómo ampliamos el conocimiento y la apropiación de los diferentes actores, de las comunidades locales, de los sectores productivos, de lo que está proporcionando las áreas protegidas precisamente para el desarrollo social y económico del país. En esta forma hemos venido trabajando a través de la red Parques, que tiene participación 19 países de Latinoamérica y del Caribe, precisamente para el intercambio de experiencias, de información, para poder consolidar las políticas que estamos implementando en cada uno de los países y afrontar la problemática y los retos que tenemos precisamente para el manejo eficaz de las áreas protegidas. Y se han creado diferentes redes a nivel regional, la red de sostenibilidad financiera, la red, por ejemplo, de turismo sostenible, de efectividad del manejo, para poder precisamente garantizar la conservación de las áreas protegidas. Ya específicamente para el caso de Colombia, nosotros somos coordinadores del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde están las categorías regionales, las privadas que comentó también Sebastián, y el Sistema de Parques Nacionales Naturales. El Sistema de Parques Nacionales Naturales representa el 52% del territorio nacional, pero además en nuestras áreas protegidas tenemos traslape en 32 áreas protegidas de las 62, traslape con resguardos indígenas, y también tenemos traslapes en 12 áreas protegidas con comunidades afrocolombianas, con los cuales nosotros concertamos los planes de manejo, elaboramos conjuntamente los planes de manejo precisamente para garantizar la conservación de las áreas protegidas y también tener en cuenta lo que es el plan de vida de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Algo muy importante, y veamos, digamos, ahora la parte de los problemas que tiene el manejo de las áreas protegidas. Hay una serie de presiones de las 62 áreas protegidas que suman aproximadamente 20 millones de hectáreas. Tenemos aproximadamente 500.000 hectáreas sujetas, por ejemplo, a presiones socioambientales por los grupos armados ilegales, el tráfico de drogas, los cultivos ilícitos que hay, digamos, en esas zonas, el uso ilegal de la fauna y de la flora silvestre, los mismos incendios forestales, y hay ocupación ilegal de las áreas protegidas. Esto precisamente por el cartel de las tierras, que últimamente se ha venido fortaleciendo mucho y ha habido una gran deforestación en las áreas protegidas. Y otro de los problemas es precisamente el recurso que, como el sistema de parques, tenemos para abordar el manejo eficaz de las áreas protegidas. Ahí vemos, digamos, lo que ha sido la variación en el 2017 y 2018, y lo que es más importante, de acuerdo con estudios que hemos hecho en parques nacionales, lo que es la brecha financiera para tener un manejo eficaz de las áreas protegidas. El escenario ideal, precisamente, para poder manejar y afrontar toda esta problemática, y asciende aproximadamente a 82 millones de dólares. Y eso va también con los recursos que tenemos
los guardaparques que tenemos solamente para prevención, control y vigilancia es un guardaparque por aproximadamente 34.000 hectáreas, que la norma internacional lo que está recomendando son prácticamente 6.200 hectáreas. Entonces hay una descompensación y eso es lo que nosotros queremos, digamos, afrontar y venimos, digamos, trabajando precisamente para ver cómo reducimos esa brecha financiera y cómo mejoramos precisamente el manejo eficaz. Importantísimo, la valoración de los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas protegidas. Todos debemos de conocer la importancia para el desarrollo social y económico de nuestros países, de lo que está proporcionando los parques nacionales y regionales en general. E igualmente la comunidad local debe saber lo importante que es tener un territorio protegido para que haya esa apropiación y que realmente podamos vincularlos a actividades que se beneficien el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida. Nosotros le hemos dado mucha importancia a toda la valoración del recurso hídrico, de la regulación climática, del turismo en este momento y hemos hecho inclusive una identificación en 22 parques nacionales naturales, cómo se están beneficiando directamente, o sea, cuál es la oferta del servicio económicamente, qué es lo que está representando, que también es bien importante. Estas valoraciones, además de la apropiación y de reconocer la importancia de las áreas protegidas, nos sirve para diseñar instrumentos económicos que van orientados precisamente al cierre de la brecha financiera. Debe haber un reconocimiento de todos los sectores productivos, de la sociedad en general, precisamente de lo que está proporcionando. Y pongo el caso de Bogotá. El 80% del agua que se consume para todos los habitantes de Bogotá proviene de un parque que está a 2 horas y que lo que pagamos por la tarifa por uso de agua es mínima, porque así está establecida por la regulación. Y aquí en esta gráfica vemos, digamos, algunos datos de lo que está aportando solamente por el recurso hídrico, por la regulación del recurso hídrico, los parques nacionales naturales. Representa el 1.1% del Producto Interno Bruto del país, por lo que está dando a los diferentes sectores. Y si miramos ya a cada uno de los sectores, el agrícola, el energético y doméstico, para presentar un caso, es lo que realmente se está beneficiando cada uno de los sectores a nivel anual, en ese valor que está representado. Miramos, por ejemplo, cómo parques nacionales proporciona el 52% del recurso hídrico para la generación de energía hidroeléctrica del país. Es algo bien importante. Y miremos los datos que están en este lado de lo que representa parques nacionales naturales, precisamente por el almacenamiento de carbono, ¿cierto?, de la biomasa que tenemos en nuestros bosques solamente, sin considerar otro tipo de ecosistemas. Esto lo que nos hace es precisamente llegar a las diferentes acciones para poder que haya una disminución, digamos, de la brecha financiera. Ya a nivel local, es bien importante también cómo vinculamos a las comunidades y venimos desarrollando un programa de ecoturismo comunitario con las comunidades locales, donde apoyamos a la organización de las comunidades locales para que ellos se beneficien de lo que está dando las áreas protegidas y específicamente en el tema de ecoturismo y mejoren su calidad de vida. Pero no solamente los miembros de la organización, son también todos los actores de la cadena de valor que se va a beneficiar y realmente va a tener un desarrollo rural importante en las zonas que están aledañas a las áreas protegidas y algo también bien importante, la apropiación de las comunidades de su territorio, que en muchos de los territorios salen de sus zonas precisamente porque no encuentran alternativas. Y en este momento nosotros tenemos ya en 9 parques el programa de ecoturismo comunitario que viene beneficiando
otro esquema para el desarrollo, digamos, del ecoturismo por coger un servicio que es una actividad que se permite como una estrategia de conservación dentro de parques, son las concesiones de servicios ecoturísticos. Y ahí miramos lo que ha representado tanto para parques para reducir la brecha financiera y tener un manejo eficaz de las áreas protegidas, como el beneficio para las comunidades locales, no solamente por la generación de empleo, sino también, digamos, por la generación de alternativas que van a fomentar la creación de emprendimientos, digamos, alrededor de las áreas protegidas. Y ahí están también las ganancias para los concesionarios. Aquí en esta gráfica vemos lo que ha sido la evolución de los diferentes instrumentos que nosotros hemos diseñado como un reconocimiento de lo que proporcionan las áreas protegidas, y vemos cómo la brecha financiera desde el 2011 al 2018 se ha reducido en un 30%. ¿Cierto? A partir del reconocimiento de los instrumentos económicos, pero también de otros mecanismos que están establecidos por la ley. Las compensaciones ambientales, que por ejemplo una empresa que está por fuera de parques nacionales y que tiene que cumplir, digamos, cuando se le otorga una licencia, puede invertir en un área protegida, o las alianzas público-privadas que venimos desarrollando precisamente después de tener este reconocimiento de las áreas protegidas. ¿Cuáles son los principales desafíos a nivel regional? Y eso lo estableció el Consejo Directivo de Red Parques. Primero que todo, trabajar hacia la sostenibilidad financiera y el reconocimiento de las áreas protegidas y la valoración de los servicios ecosistémicos. Fortalecer la estrategia de comunicación sobre la importancia que tienen las áreas protegidas, vinculando a la sociedad civil, que todos realmente aportemos a la conservación y al mantenimiento y al manejo eficaz de las áreas protegidas, y que realmente las metas de conservación no se las debemos de mirar, digamos, en áreas, en tamaños, sino en la representatividad de los ecosistemas y cómo debemos de manejar eficazmente las áreas protegidas, y sobre todo cómo debemos de incluir, digamos, a las comunidades locales, y la generación de oportunidades para las comunidades rurales. Es bien importante, ese es uno de los puntos que venimos trabajando. Ya a nivel de parques, los nacionales de Colombia, ahí están los principales desafíos. El gran problema que tenemos en este momento es la deforestación, o sea, por la ampliación de la frontera agrícola, como veíamos ahora, por los cultivos ilícitos. Entonces debemos de parar la deforestación, pero no debe ser una tarea de parques nacionales, sino de todo el Estado. Y también que apoye precisamente la sociedad civil en todo este trabajo. Eliminar la explotación ilegal de los recursos naturales. Todas las áreas que han sido degradadas, hemos venido desarrollando un programa, digamos, de restauración en donde vinculamos a las comunidades locales a través de programas como el pago por servicios ambientales, en donde nos ayuda tanto a la restauración como a la conservación de las áreas protegidas. Tenemos también un grave problema, digamos, al interior de las áreas por la propiedad privada. Ha habido muchos ocupantes, ha habido, digamos, invasiones. Estamos en un proceso de clarificación y son aproximadamente 15.000 predios que como gobierno, como Estado, estamos, digamos, trabajando. Y el fortalecimiento institucional para poder cumplir precisamente con el manejo eficaz, tener el número de funcionarios adecuados precisamente para garantizar la conservación de los valores naturales y de los valores culturales de las comunidades étnicas que están en las áreas protegidas, y seguir valorando, reconociendo lo que está aportando parques nacionales naturales para el desarrollo social económico del país, también obviamente para generar oportunidades para las comunidades locales y sobre todo para consolidar la paz en nuestros parques. Muchas gracias. Merci, Carlos Tamayo. Vamos a
Pardon. On va donc écouter Guillaume Chiron de l'AFD sur la politique de coopération de l'Agence française de développement sur ces thèmes dans le monde et en Amérique latine. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous faire une présentation donc, de l'activité et de la stratégie de l'AFD dans le domaine des aires protégées en Amérique latine, mais aussi ailleurs, puisque vous allez le voir, on a des activités évidemment qui se déroulent dans le monde entier et sur tous les continents. Juste peut-être pour rappeler les raisons pour lesquelles un organisme comme l'Agence française de développement intervient dans le domaine de la préservation de la biodiversité. Donc en lien avec le dernier rapport IPBES dont vous avez tous entendu parler, qui a été publié le mois dernier, avec une érosion particulièrement dramatique de la biodiversité à l'échelle mondiale. 75% de la surface terrestre est altérée de manière significative, 66% des océans subissent des incidences importantes, 85% des zones humides ont disparu, et puis le corollaire avec une disparition massive des espèces à l'échelle de la planète, avec plus d'1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Dans tout cela, les régions tropicales sont particulièrement affectées, compte tenu d'un certain nombre d'incidences qui se complètent et qui se multiplient, notamment celles qui sont liées à l'utilisation des espaces, mais également au changement climatique et un certain nombre d'autres facteurs. Au final, toute cette dégradation, je dirais, des écosystèmes et de la biodiversité à l'échelle mondiale compromet l'atteinte des objectifs du développement durable, les ODD, qui sont évidemment pour un organisme comme l'AFD l'élément majeur. Et donc aujourd'hui, la même IPBES a reconnu que plus de 80% des objectifs ODD étaient compromis du fait de la dégradation des écosystèmes à l'échelle de la planète, que ce soit des ODD qui soient directement liés à la lutte contre la pauvreté, à la nutrition, à l'alimentation, mais aussi, bien entendu, les ODD qui sont plus spécifiques, l'ODD 14 qui est lié à la préservation des écosystèmes terrestres et l'ODD 15 qui est lié à la préservation des écosystèmes océaniques. Voilà, donc l'AFD s'est doté depuis un certain temps d'un corpus stratégique pour intervenir dans le domaine de la biodiversité. On a ce qu'on appelle un programme d'orientation stratégique donc, qui définit les grandes orientations de l'AFD sur l'époque 2018-2022. Et dans ces différentes transitions que l'AFD sur lesquelles l'AFD s'engage à intervenir, il y a notamment la transition territoriale et écologique. Et à l'intérieur de cette transition, il y a une volonté forte d'augmenter, de développer notre activité en faveur de la conservation et de la restauration des écosystèmes et de la biodiversité, de lutter contre la déforestation et puis également de lutter contre la dégradation et la pollution des océans. Comme vous le voyez sur ce graphique, donc on a une activité qui est en croissance sur la biodiversité à l'échelle de l'AFD. Donc là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais depuis 2013, on est passé sur des volumes de l'ordre de 200 millions d'euros à l'année dernière, une année un peu exceptionnelle, 450 millions d'euros de projets qui contribuent directement ou indirectement à la préservation de la biodiversité, avec un certain nombre d'actions qui sont dites des projets dédiés, donc des projets aires protégées, des projets qui contribuent à la préservation des écosystèmes, la contribution à des fonds fiduciaires de conservation, à des prêts de politique publique, etc. Et puis des projets qui sont, je dirais, qui ont des impacts indirects, donc c'est tout ce qui touche les projets d'assainissement, de gestion des déchets en milieu urbain, etc. Donc une progression significative par contre, comme vous le voyez sur l'autre graphique, avec une contribution qui est plus ou moins importante selon les différents continents d'intervention de l'AFD. L'Afrique, où on intervient massivement encore sous forme de subventions, et puis les autres continents, notamment donc Asie-Pacifique et aussi Amérique latine, où par contre nos interventions se font essentiellement sous forme de prêts souverains aux États ou à d'autres entités quand c'est envisageable. Donc au final, en termes d'impact, l'AFD a contribué à la protection de plus de 5 millions d'hectares d'habitats naturels en 2018. Et donc l'objectif, effectivement, est d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. On a donc un corpus stratégique avec un
programme d'orientation stratégique globale de l'AFD, et ensuite donc des cadres d'intervention plus spécifiques. On a un cadre d'intervention biodiversité, et dans ce cadre d'intervention, on a des stratégies plus sectorielles, et notamment donc une stratégie forêt, une stratégie en cours de définition sur océan et une stratégie air protégée. Cette stratégie air protégée, elle se décline en 4 axes principaux. Je vais aller assez vite sur ce sujet-là parce que l'idée, c'est de pouvoir vous faire une présentation plus précise d'une intervention récente, enfin pas récente, depuis quelques années sur le Mexique. Mais donc le premier axe, c'est vraiment le développement et le renforcement des aires protégées. C'est tout ce qui touche à l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités, la capacité de développer de la concertation multi-acteurs, de l'éducation environnementale, des facteurs qui sont évidemment clés, notamment dans un certain nombre de pays où on intervient, où les maîtrises d'ouvrage sont faibles. Je parle notamment en Afrique subsaharienne, et où on intervient davantage sous forme d'aide-projet par rapport à ce qu'on peut faire en Amérique latine, où on est davantage pour l'instant sur des aides plus budgétaires. Évidemment, un point essentiel, c'est tout ce qui a trait au renforcement de la gestion, donc la connaissance scientifique, la possibilité d'établir des situations de référence, d'assurer du suivi écologique, et puis toutes les activités qui touchent la surveillance, la lutte anti-braconnage. Il y a un certain nombre de projets qu'on finance en Afrique subsaharienne, au Mozambique, au Gabon et ailleurs, qui touchent spécifiquement ces aspects-là. Deuxième axe important de notre stratégie, c'est le fait d'inscrire les aires protégées dans une logique, dans un projet de territoire. Donc c'est vraiment d'arriver sur de la planification territoriale, assurer la connectivité écologique entre les différents milieux, que ce soit aires protégées ou des milieux plus anthropisés. C'est l'assurance évidemment d'avoir des processus concerté d'aménagement. Donc encore une fois, on revient sur des aspects de concertation entre les différents acteurs sur un même territoire. Et puis naturellement, et c'est un élément à mon avis clé des modes d'intervention de l'AFD sur les aires protégées, c'est de lier systématiquement conservation, développement local et amélioration des conditions de vie des populations locales. Donc d'une façon générale, on attache une importance particulière à tout ce qui est activité génératrice de revenus, filière haute valeur ajoutée. Et ça peut s'exprimer à la fois, évidemment, dans des pays traditionnels d'intervention, mais plus récemment, je prends cet exemple sur la Chine, c'est un projet que je connais bien pour l'avoir instruit, qui est de conservation, valorisation à la fois du patrimoine naturel et culturel, avec une volonté claire des autorités chinoises en la matière de pouvoir valoriser leurs espaces naturels. Troisième axe d'intervention, c'est le fait de pérenniser les financements des aires protégées. On sait tous que l'élément essentiel, c'est d'assurer du financement sur le long terme d'un certain nombre d'actions récurrentes qui doivent éviter des stop-and-go liés au financement de bailleurs de fonds ou à la possibilité d'avoir, comme ça a été exprimé, des financements trop faibles des secteurs publics. Donc l'idée, c'est de mettre en place un certain nombre d'outils, notamment des fonds fiduciaires de conservation, qu'on appuie beaucoup en Afrique, avec aussi des relations fortes avec le réseau REDLAC en Amérique latine, que vous connaissez bien, et donc avec des échanges d'expériences entre ces réseaux africains et ces réseaux latino-américains qui sont bien plus développés. C'est évidemment un certain nombre d'autres mécanismes qu'on essaie de mettre en place, notamment les mécanismes de compensation dont il a été question sur la Colombie, des mécanismes RED+, qu'on essaie également de promouvoir sur un certain nombre de géographies, y compris latino-américaines, et puis, dans la mesure du possible, la mise en place également de paiements pour services écosystémiques. Quatrième axe plutôt de notre stratégie d'intervention, c'est le renforcement des politiques publiques et aussi le renforcement de nos liens avec un certain nombre d'acteurs du monde de la conservation. Donc acteurs du monde de la conservation, c'est naturellement les grandes ONG de conservation, WWF, WCS, TNC, etc. Et bien entendu l'UICN, avec lequel la France a un accord cadre stratégique pour travailler donc sur les grandes thématiques actuelles de la conservation. Donc j'en viens peut-être plus particulièrement à un élément particulièrement fort de notre stratégie, qui est donc la possibilité de mettre en place des prêts de politiques publiques pour des politiques de conservation, et donc notamment au Mexique, où on intervient donc depuis 2011 sur ces thématiques. Alors comme vous le savez, évidemment, le Mexique, c'est un pays qui est un pays particulièrement riche, ça fait partie des pays méga divers à l'échelle de la planète, avec 12% de la biodiversité mondiale, mais évidemment avec des facteurs de pression qui sont extrêmement importants, pollution,
extension des zones agricoles, changement climatique, etc., etc. Et donc, il est évidemment essentiel de pouvoir apporter des réponses claires sur ces questions de conservation. Et puis, le Mexique a aussi pour ambition de répondre à ces objectifs internationaux, notamment les cibles d'Aichi, et donc d'augmenter la superficie de ces aires protégées, qui est de l'ordre de 11% aujourd'hui, pour atteindre un objectif plus élevé, qui est de 15%. Donc dans ce cadre-là, en fait, l'idée c'était de pouvoir, le Mexique avait besoin de définir de nouvelles approches d'aires protégées qui soient peut-être moins conservationnistes et peut-être plus ouvertes aux questions de développement et donc d'intégration des populations locales, et donc de définir un autre mode d'aires protégées pour renforcer l'acceptabilité sociale de ces aires protégées. Donc l'objectif, c'était clairement de consolider le système des aires protégées mexicains et en plus d'apporter des éléments pour définir une politique de connectivité écologique donc entre différentes aires protégées, différents milieux. Donc l'AFD a octroyé 2 prêts de politique publique au Mexique, le premier de 60 millions d'euros en 2012, puis de 80 millions d'euros en 2016, donc avec une période de temps qui s'échelonne maintenant sur une dizaine d'années. Donc nos prêts de politique publique, ils sont à la fois évidemment une aide budgétaire, un prêt budgétaire non affecté donc à l'État fédéral, accompagné d'une matrice de politique publique qu'on définit en concertation avec les différentes autorités, et puis qu'on adjoint avec des programmes de coopération technique et de projets pilotes de terrain pour accompagner des politiques nationales. Alors, comment on travaille de ce point de vue-là avec l'État mexicain? Donc on met en place, en complément des prêts qu'on a octroyés, des subventions, il y en a eu 2 en l'occurrence, pour un montant global donc de 2,2 millions d'euros, qui permet donc de renforcer le dialogue avec les autorités mexicaines. Donc on a un certain nombre d'acteurs, évidemment le ministère de l'Environnement, puis les différentes commissions nationales qui s'occupent à la fois des aires protégées, des forêts, de la biodiversité d'une façon générale. Et on accompagne un processus institutionnel, d'appui à la conception de mise en œuvre de politiques publiques. Et comme je disais, d'une matrice de politique publique qui permet de définir quels sont les grands axes de travail, quels sont les objectifs qu'on définit, à la fois sur le plan scientifique, réglementaire, législatif, etc. En complément de ça, donc, on a mis en place un projet pilote donc avec le Fonds français, un financement du Fonds français pour l'environnement mondial d'un montant de 1,5 million d'euros donc sur l'État de Jalisco, donc pour accompagner ce processus et démontrer par l'action de terrain comment on peut, encore une fois, compléter, définir des politiques publiques au niveau global. L'idée de ce projet, c'était à partir d'une volonté de la partie mexicaine de voir comment mettre en place ce qu'on appelle les parcs naturels régionaux en France au niveau du Mexique, de façon à l'adapter évidemment au contexte mexicain. L'idée étant donc avec les parcs naturels régionaux à la fois de combiner de la conservation, du développement local, donc ça c'est un élément qui est tout à fait essentiel, de faire en sorte que ce soit des approches qui soient participatives, donc avec une intégration de l'ensemble des acteurs, administration, secteur privé, ONG, évidemment communauté locale, et d'être en mesure de définir un projet de territoire. En France, ça s'appelle une charte. Au Mexique, les choses ont été appelées autrement, à partir d'un diagnostic territorial donc établi conjointement par toutes les parties. Et puis en complément de ça, on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par M. Carlos, c'est le fait de pouvoir combiner de la conservation et de la valorisation. Et donc, encore une fois, c'est la possibilité de mettre en place des filières à haute valeur ajoutée qui soient évidemment des écolabels, éco-certifiés, etc., de façon à ce qu'elles assurent à la fois des revenus pour les populations locales sans impacter les milieux. Alors, dans tout cela, évidemment, l'un des intérêts, ça a été la possibilité pour l'État mexicain de mobiliser de l'expertise française. Donc, il y a un partenariat spécifique entre le parc naturel régional des volcans d'Auvergne avec le parc d'Ameca. Et puis, en complément, un certain nombre d'apports d'expertise du Muséum national d'histoire naturelle. Qu'est-ce qu'on peut retirer, je dirais, de ces interventions
qui s'inscrivent encore une fois dans le temps, puisque on a fait un premier prêt de politique publique pour la gestion des forêts en 2011 de 200 millions d'euros, un prêt de politique publique pour les aires protégées de 60 millions d'euros en 2012, et puis un prêt de politique publique pour la connectivité écologique de 80 millions d'euros. Donc c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche de long terme, de dialogue de haut niveau, avec la possibilité de définir de nouvelles orientations en lien avec les objectifs de l'État mexicain au niveau international. Ça a été aussi évidemment de créer donc un nouveau concept d'aire protégée par rapport aux contraintes initiales, et donc ce concept de paysage bioculturel qui a vocation à la fois à inscrire le territoire dans une dimension et dans une approche de patrimoine naturel et de patrimoine culturel. Donc on rejoint aussi un petit peu ce qui définit une des marques de fabrique, je dirais, des parcs naturels régionaux en France. On n'est pas dans de la conservation sous cloche extrêmement forte de ce point de vue, enfin du point de vue de la préservation des écosystèmes, mais aussi de s'adapter à un milieu culturel, territorial, humain. Voilà, et puis peut-être un des points aussi qui a été vraiment important, je dirais, dans le cadre de ce partenariat qu'on a avec l'État mexicain, ça a été finalement de renforcer la transversalité interministérielle de sujets de la préservation de la biodiversité et de renforcer le ministère de l'Environnement dans cette discussion un peu globale. On sait que les ministères de l'Environnement, en général, ils sont un peu plus faibles que les grands ministères d'infrastructure ou que le ministère des Finances. Et là, le fait de pouvoir accompagner ce ministère dans une démarche de long terme, ça permet encore une fois de le renforcer et d'assurer un meilleur dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà quels sont les principaux enseignements qu'on retire de ce projet de prêt de politique publique à l'État mexicain. Après, je pense que dans la discussion, on pourra revenir aussi sur les autres interventions de l'AFD en Amérique latine, notamment en Colombie, où on a un prêt de politique publique post-crise et qui donc vise également à renforcer une approche territoriale et de préservation des ressources naturelles par rapport à la croissance de l'agriculture. On a aussi des interventions en cours sur d'autres types de projets avec possibilité sur l'Équateur, sur le Brésil. Mais encore une fois, je pense que ce sera l'objet de la discussion qu'on va avoir juste après. Je vous remercie. Merci Guillaume Chiron et merci aux trois intervenants d'avoir fait un effort de réduction du temps et d'avoir été très rigoureux. Carlos. Oh, non. Vamos tener... Alors donc on va pouvoir prendre comme ça 10 à 15 minutes pour débattre plus spécifiquement de la question des parcs naturels, des aires protégées. Et ensuite, Oscar pourra présenter sur le cas spécifique des paiements pour services environnementaux. Donc les questions, on peut déjà en prendre directement à l'oral. Una pregunta para ti, Carlos. O sea, ¿cómo estiman estos valores tan elevados de los servicios ecosistémicos? Porque a mí me llama mucho la atención que puedan dar unas cifras tan precisas para valorizar los servicios brindados por las áreas protegidas. Sí. Tenemos, digamos, incluso una publicación sobre toda la guía, toda la metodología, digamos, para la valoración. Relacionado, por ejemplo, con lo que representa para el sector, de acuerdo, hablemos del sector hidroeléctrico, teniendo en cuenta lo que es la venta de energía en bloque y teniendo en cuenta lo que está proporcionando parques nacionales naturales precisamente a los proyectos hidroeléctricos. Entonces, con esa tarifa se calcula el valor anual, digamos, de la generación de energía que está beneficiándose directamente el sector hidroeléctrico. Y eso nos ha servido, y ahí, digamos, hubo un instrumento bien importante, porque a pesar del beneficio que recibe precisamente este sector,
no recibíamos un peso por las transferencias del sector eléctrico, que es un instrumento económico. Y el año pasado se aprobó una ley por el Congreso en donde ya vamos a ser sujeto activo, vamos a comenzar a recibir parte de esas transferencias, con este sustento precisamente del beneficio de los parques. Y así para los demás sectores, ¿cierto? Entonces, tenemos una publicación, yo se la puedo enviar, digamos, para cada uno de los sectores, con la metodología para el tema, digamos, de consumo doméstico, para el agrícola, identificando lo que son los distritos de riego mediano, grandes distritos de riego y lo que representa para la economía. S'il n'y a pas de questions dans la salle, si. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Je travaille au CCFD Terre Solidaire en lien avec plusieurs partenaires sur ces questions, notamment de ressources naturelles, de préservation et des dérives aussi qui peuvent exister parfois sur le terrain. Et il y a certains cas qui ont déjà été documentés sur des mécanismes de paiement pour services environnementaux, de RED+, où on constate parfois qu'il n'y a pas une véritable appropriation des communautés locales ou une consultation. On parlait tout à l'heure des cas pour les entreprises minières et extractives, mais c'est aussi le cas pour ces nouveaux mécanismes, cette économie verte, comme on l'appelle parfois. Et je voulais savoir, on l'a vu notamment en Colombie, où c'est vrai que la démobilisation des FARC a créé un peu un appel d'air dans certaines régions et un intérêt très fort d'entreprises, parfois françaises. Et ça peut engager des concessions sur plusieurs décennies, parfois même, plutôt une sanctuarisation du territoire qui peut même mettre en péril la permanence des peuples indigènes sur certaines zones. Et je me demandais comment, du point de vue de l'AFD et aussi des parcs nationaux de Colombie, vous preniez en compte ces risques, si vous avez déjà été exposé à ces dérives, et voilà, comment s'assurer vraiment une information, une concertation et vraiment une construction avec les populations du territoire. Merci. Donc, Carlos. Sí, comienzo por la última parte, o sea, para las comunidades, cuando el trabajo con las comunidades locales, lo mencioné rápidamente, nosotros tenemos para cada parque lo que es el plan de manejo, ¿cierto? Para 5 años. Cuando hay comunidades étnicas indígenas y comunidades afro, en este caso, se construye con ellos. Entonces, nosotros no lo denominamos plan de manejo, sino que son regímenes especiales de manejo, en donde con ellos definimos, teniendo en cuenta lo que son, digamos, sus tradiciones, sus conocimientos tradicionales, lo que es también su plan de vida, precisamente lo que es el plan de manejo del área protegida. E inclusive las últimas áreas protegidas que hemos declarado, hay un comanejo con las comunidades locales. Y también es obligación, y hemos venido, por ejemplo, haciéndolo, implementando, lo hablaba el compañero Leonardo de Colombia, lo de la consulta previa, digamos, con las comunidades indígenas, incluso cuando es territorio ancestral. Entonces, en esa parte también se trata, digamos, de concertar y tener acuerdos precisamente para la implementación del trabajo, del plan de trabajo. En relación con el tema de pago por servicios ambientales, nosotros sacamos una ley en el año 2017, estamos en este momento estructurando, caracterizando, por ejemplo, con la información que les mostraba de la oferta del recurso hídrico, de la identificación de los beneficiarios, de las comunidades, porque en los parques, además de las comunidades étnicas, hay comunidades campesinas, en donde con ellos hacemos acuerdos de conservación y de restauración. Y una forma no es hacerlo uno por uno, sino, digamos, como colectivamente. Yo creo que nos da como mejor resultado precisamente para trabajar a través, digamos, de toda la organización y no crear como esas tensiones entre miembros de la misma comunidad campesina, por ejemplo, porque se le está pagando a unos y a otros no,
¿cierto? Entonces, ese es un aspecto, digamos, bien importante y no salimos, digamos, con el programa hasta que no tengamos, digamos, financiado completamente el pago por servicios ambientales que ya venimos, digamos, desarrollando. Oui, du point de vue de l'AFD, il y a plusieurs éléments. Effectivement, d'une part, on établit sur tous les projets qui sont financés des diligences environnementales et sociales, donc avec des études d'impact qui sont conduites en amont, avec de la concertation avec les populations. Et donc, en fonction des résultats et puis des exigences qui sont liées à un projet, si c'est un projet industriel, on accompagne des plans de relocalisation de population en lien avec les meilleurs standards internationaux, notamment les standards Banque mondiale. Sur l'environnement, on applique systématiquement ce qu'on appelle le PS6, PS6, donc le Performance Standard 6 de la SFI, donc qui implique la mise en place de la séquence éviter, réduire, compenser. Donc ça, c'est fait de façon systématique sur tous les projets qui sont financés par l'Agence française de développement. Et en plus d'autres, en plus de ces exigences, je dirais, qui sont liées à notre statut de bailleur de fonds international, on a un niveau d'exigence qui est supérieur à certains autres, puisqu'on applique une politique zéro déforestation sur le milieu intact. Et ça, c'est quelque chose d'assez novateur dans notre politique biodiversité. Sí, en español, una pregunta para el señor Guillaume Chiraud. Bueno, está relacionado con lo que ya contestó. La primera son dos cuestiones muy puntuales. La primera es que en las áreas naturales protegidas, bueno, la cooperación ha funcionado y están transformándose toda la estructura de gobernanza de las áreas naturales protegidas en México, pero ¿qué conflictos ha encontrado la Agencia Francesa para el Desarrollo en estas áreas naturales protegidas que dificulten la implementación de esta nueva gobernanza? Y en segundo lugar, si tienen indicadores de impacto en las comunidades, por ejemplo, en cuanto a empleo, en cuanto a ingreso, en cuanto a salud, educación y también en cuanto a género. ¿Cuáles son los impactos que han tenido estos proyectos? Gracias. Bon, on vient d'établir en fait une évaluation de 17 années, enfin de 19 années d'intervention de l'AFD dans le domaine des aires protégées, donc qui a donné lieu à un certain nombre de recommandations, effectivement, sur le fait d'intervenir dans la durée, parce que ça c'est un élément qui est important si on veut associer les communautés locales à des changements de comportement. Et ça c'est une des contraintes effectivement pour un bailleur de fonds de pouvoir s'inscrire dans le temps long. Donc on a souvent des projets qui s'étalent sur 5 ans. Or on sait très bien que si on veut améliorer des modes de gouvernance, des façons d'intervenir, de percevoir l'environnement, il faut s'inscrire dans un temps plus long. Donc ça, c'est un élément qui est assez important. Le deuxième type de contrainte qu'on peut rencontrer, c'est naturellement lié aux maîtrises d'ouvrage avec qui on travaille, bon, peut-être davantage sur le continent africain qu'en Amérique latine, où il faut accompagner ces maîtrises d'ouvrage pour les renforcer, pour leur donner la capacité de suivre, de bien faire. Et puis après, sur le terrain, concrètement, bon, après, il y a évidemment des éléments qui sont assez spécifiques, hein, les questions de braconnage de la grande faune sauvage, des grands mammifères. Bon, c'est un élément qui a été particulièrement important et impactant sur les 10 dernières années, notamment sur les populations d'éléphants en Afrique. Et ça, c'est des éléments qui sont assez nouveaux, sur lesquels il faut effectivement apporter une réponse vigoureuse pour pouvoir lutter contre ces éléments-là. Puis un dernier élément qui me semble important, c'est la possibilité, parce que c'est pas quelque chose qui coule de source, c'est-à-dire qui est évident, c'est la possibilité de mettre en place des coalitions d'acteurs. Et ça, quels que soient les pays, c'est quelque chose qui n'est pas automatiquement naturel. Donc il faut effectivement arriver à assurer de la concertation, à développer des échanges, à ce qu'il y ait une bonne compréhension entre les différents participants d'un territoire. Merci. Je crois qu'il y a une dernière question
là au fond de ce côté. Buenos días. Una pregunta muy puntual para el señor Carlos. Solo quisiera saber si están implementando herramientas, ¿no?, tipo satelital, digamos, para aliviar el labor de los guardaparques en cuanto al seguimiento o el control de lo que son focos de deforestación en sus áreas protegidas. Muchas gracias. Sí, se ha avanzado en sistema de información geográfica, pero realmente requiere un fortalecimiento para consolidar para el tema de prevención, control y vigilancia, sobre todo en ciertas zonas alejadas, en la Amazonía, ¿cierto? Entonces ahí es donde se ha estado, digamos, gestionando recursos precisamente para apoyar todo el control y seguimiento en esa zona, que en este momento tenemos un gran problema, digamos, de deforestación en Colombia, específicamente, digamos, en esa región, que ya quedó, pues, después de la firma de los acuerdos de paz, pues ha habido, como les decía en la presentación, a través de un cartel de tierras que se ha denominado, en donde hay mucha deforestación para apropiación de tierras, no solamente dentro del parque, sino en toda la región del Amazonas. Merci. Donc maintenant, nous allons faire un zoom sur la question spécifique des politiques et programmes de paiement pour services environnementaux à travers l'exemple du FONAFIFO en Colombie. Et nous pourrons reprendre, après l'exposition de Oscar Sanchez, quelques questions sur cette thématique ou d'autres questions qui n'auraient pas pu être abordées sur les aires protégées. Alors je tiens à m'excuser parce que ce panel n'avait pas été prévu pour uniquement des présentations d'hommes. On avait des collègues féminines excellentes d'Amérique latine et d'Europe qui avaient été invitées, qui n'ont malheureusement pas pu se joindre à nous. Mais cet après-midi, toutes les présentations seront féminines, à l'exclusion de Serge Schneider, qui représentera le genre masculin. Oscar, s'il vous plaît. Buenas tardes. Quiero empezar por agradecer a los organizadores la invitación al coloquio. Yo recién estoy jubilado, entonces me puedo dar el lujo de que ya no hablo a nombre de ninguna institución, aunque quitarse la camisa después de 40 años de estar ahí es un poco difícil. Entonces, si en algún momento se me sale que estoy hablando como un oficial de gobierno todavía, es porque ese saco no es tan fácil de quitar. Bueno, voy a referirme a estos temas, algunas características del país, algunas iniciativas de protección y sobre todo ahí al inicio el tema de las áreas silvestres protegidas, y por eso cuando estaban terminando el tema de áreas protegidas ya yo venía para acá porque me cuesta desvincular el tema de los servicios ambientales de lo que el país ha hecho en el tema de protección de áreas silvestres. Después específicamente también me voy a referir a la experiencia del programa de pago por servicios ambientales y tratar de responder algunas de las preguntas que me enviaron como motivadoras de la presentación respecto a cómo nos financiamos, que son varias opciones, cómo y a quiénes les pagamos, también el papel que tienen las comunidades indígenas dentro del programa, algo sobre los resultados muy enfocado de manera general a cómo esto nos ha ayudado a recuperar la cobertura forestal del país sin que sea la única justificación el pago por servicios ambientales, y después algunas oportunidades o retos que seguimos viendo dentro de lo que es el desarrollo del programa como algo que nos ayudaría en el desarrollo general del país. Bueno, Costa Rica es un país muy pequeño, ¿verdad? Antes cuando presentaban los datos de Colombia y hablaban de las cantidades de hectáreas que se afectan con las áreas silvestres protegidas, de pronto nuestro país cabría en alguno de esos parques nacionales. Somos 51.100 kilómetros cuadrados. Tenemos una población que apenas supera los 5 millones de habitantes,
Ayer estuve viendo una estadística y dice que París tiene alrededor de 2.3 millones de habitantes, pero recibe 30 y algo de millones de turistas. Entonces ahí yo dije, bueno, estamos bastante cerca en población al doble de lo de París, pero son números para comparar. Nuestro territorio en un 70% debería ser con cobertura forestal por su aptitud. Sin embargo, tuvimos producto de los procesos desde la colonia, pero después de reforma agraria y de titulación de tierras, una deforestación muy grande que nos llevó a tener solo un 20% del país con cobertura forestal. Ese punto tan bajo de llegar a un nivel de cobertura de casi cero, nos llevó a reaccionar también. Entonces, ahí yo veo una oportunidad para que los otros países que van por esta línea no tengan que llegar a un punto tan extremo para reaccionar, y yo creo que ya lo están haciendo. Entonces, estas son las oportunidades y las lecciones aprendidas que yo creo que como país podemos ofrecer. Y bueno, todo esto nos llevó también a generar un marco legal muy rico en cuanto a la parte medioambiental y específicamente no forestal, que en los últimos años y a partir de Río 92 lo revisamos, lo adecuamos y nos dio origen a una ley forestal que tiene algunos elementos que ahora voy a referirme. El tema de áreas silvestres protegidas empezó desde el año 1969 con la creación de una primera reserva aquí, muy pequeñita, en el sur de la península de Nicoya, pero que después dio origen a una red importante de áreas silvestres protegidas, y que el programa de pago por servicios ambientales también, dentro de los objetivos que tiene, es lograr la conectividad de esas áreas para que no queden como islas dentro del territorio. Y hemos sido un poco más ambiciosos dentro de una estrategia que se llamó Corredor Biológico Mesoamericano, que pretendía conectar estas áreas desde el norte de Panamá o desde Panamá hasta el sur de México, en esa estrategia que se llamó Corredor Biológico Mesoamericano, que a veces, y depende de cada una de las administraciones de los gobiernos vecinos, toma auge o se cae. Entonces, a veces está bien, a veces se interrumpe, a veces no funciona. Paralelo a esta estrategia de creación de áreas silvestres protegidas, también empezó un programa de recuperación de la cobertura, sobre todo con estímulos fiscales. Se permitía a las personas y a las empresas deducir de su impuesto de la renta las inversiones que hicieran, sobre todo en proyectos de reforestación. Eso más o menos en los años 79, y fue evolucionando hasta dar origen en el 97, con la última revisión de la ley forestal, a el programa de pago por servicios ambientales. Lo concebimos el programa como una retribución financiera a las personas que están protegiendo el bosque, que están reforestando, que están permitiendo que sus áreas se regeneren de manera natural, reconociendo que esos bosques no solo son productores de madera, que era el concepto que teníamos anteriormente. El valor de un bosque era aquel que podíamos medir en metros cúbicos y poner en una industria, en el mejor de los casos. En muchos casos ni siquiera eso, era eliminar ese bosque para tener opciones de producción de más corto plazo. Generalmente ganadería o agricultura, producíamos y seguimos produciendo bananos, palma aceitera, ahora muchas piñas también. Pero entonces el programa reconoce que esos bosques cumplen una función importante en el tema del cambio climático y en la mitigación de gases con efecto de invernadero, ya se han referido a eso. En la protección del recurso hídrico, Carlos Mario también hizo referencia a la importancia de las áreas silvestres protegidas, pero también estos bosques particulares cumplen esa función perfectamente, y también se hicieron esfuerzos por tratar de medir y darle un valor a esos servicios. El tema de la biodiversidad, pero la biodiversidad no solo por preservarla y cuidarla, sino porque vemos un potencial de uso ahí, ¿verdad? Y entonces hay un tema de prospección y de búsqueda de oportunidades en el tema de biodiversidad.
Y finalmente el tema de belleza escénica, que hemos tratado también de que el país se venda como un destino verde y un país en el cual el turismo ecológico es una de las banderas. De esos servicios, asumimos que los bosques producen ese combo de manera simultánea, de manera que no hay cómo separar si es más importante uno u otro, y a veces depende de la región o del momento, pero asumimos que los bosques producen ese combo. Parte de cómo nos financiamos, la misma ley previó un impuesto de consumo a los hidrocarburos, y entonces, sin ser un país que estaba obligado a mitigar sus emisiones, porque no éramos un país en ese momento que causamos un gran problema desde el punto de vista de emisiones, se creó un impuesto que es la fuente principal de ingresos para el programa, pero que se complementa también con un canon de uso al agua, ¿verdad? Y lo comentábamos ayer con Carlos Mario. Ahí diferenciamos quiénes usan el agua para la parte industrial, quiénes lo usan para riego, quiénes para el consumo doméstico, de manera que también ese pago está asociado a las diferentes posibilidades de uso que se le dan al agua, incluido la generación hidroeléctrica. El programa también, y ya se mencionó anteriormente, ha sido la base de partida para otros programas que se han desarrollado no solo en América Latina, sino también más allá, ¿verdad? El caso de Marruecos, por ejemplo, en el cual desarrollamos una cooperación sur-sur apoyada mucho por la Agencia de Cooperación de Alemania, y que nos permitió un intercambio de experiencias el caso nuestro con lo que ellos en Marruecos pretendían. Lo hemos complementado también el financiamiento con 2 empréstitos, ¿verdad? Y esto es algo que llama la atención siempre. Nos atrevimos a pedir 2 préstamos al Banco Mundial, uno en el 2000 por $50 millones, uno en el 2008 que era continuación de ese primero por $90.3 millones, y complementamos esto con la cooperación financiera alemana a través del KfW, que nos aportaba 10.2 millones de euros, que equivalían al 70% de la inversión que hacía el país en pago de servicios ambientales en una de las regiones, en la región norte, y entonces esto eran fuentes adicionales. El mercado internacional de carbono lo vimos en algún momento como una oportunidad que nos podía generar ingresos, y la estamos tratando de aprovechar. Sin embargo, ese mercado internacional es muy regulado, muy complicado, y para la escala de los proyectos nuestros como que deja de tener sentido. Cuando nos ponemos a hacer un proyecto de reforestación en el marco del MDL, las regulaciones y las normas que tenemos que cumplir nos encarecen demasiado esos tipos de proyectos. Y entonces desarrollamos un instrumento de carácter nacional en donde localmente vendemos créditos de carbono a instituciones o empresas del país que tienen que compensar su nivel de emisiones o sus impactos sobre el medio. El Fondo de Biodiversidad es complemento de la inversión, sobre todo el KfW, que nos permitió crear un fondo patrimonial para pagar biodiversidad por siempre. Tiene los aportes del GEF, del KfW, de algunas instituciones locales como los Bancos Nacional, Conservación OSA, que es una fundación que opera allá en el país. ¿A quiénes y cómo pagamos? Bueno, eso puede ser para ustedes que están desde allá atrás un ejercicio para la vista, pero era tanta la demanda de los dueños de tierra por entrar al programa que hubo que crear una matriz que nos permitiera valorar los diferentes predios con unos puntajes que al final nos permiten tamizar los que tienen más valores o valores más altos, y esos son los primeros que ingresan al programa y de alguna manera los que empiezan a tener prioridad. Ahí volvemos al tema de las desigualdades, porque entonces algunos se quedan por fuera. Los que se quedan por fuera siempre tienen un grado de satisfacción cero y empiezan a hacer críticas al programa,
los que entran y reciben el pago quedan muy satisfechos y posiblemente con ganas de seguir en el programa. Estos son sobre las modalidades de pago. Principalmente nos enfocamos en la protección de bosques ya existentes, pero permitimos también la regeneración y la reforestación de áreas desprovistas de vegetación. El tema de las comunidades indígenas tiene un tratamiento especial. Las comunidades indígenas en el país están sobre todo ubicadas hacia la frontera con Panamá. Son territorios comunales en donde entonces el tratamiento ya no es como en los casos de los predios particulares donde se hace un contrato de pago con cada uno de los dueños, sino que aquí es un contrato con la comunidad que está representada por un gobierno local que cada una de ellas tiene. Y ese gobierno local es el que decide cómo distribuye los recursos que reciben del pago a lo interno con sus propias reglas. También esto en algún momento genera críticas, en algún momento genera comentarios positivos. El proceso de recuperación, les mencionaba que en el año 87 el país tenía alrededor de un 20% de cobertura forestal y ahí pueden ver ustedes, en 2010 ya teníamos un 52%, en 2012 52.4%, o sea que recuperamos en un periodo de tiempo relativamente corto cerca del 30% del territorio nacional con cobertura forestal densa. Y ahora con las ayudas de las imágenes de satélite, los drones y la tecnología, podemos diferenciar ya la madurez de esos bosques, cuáles son bosques jóvenes, cuáles son bosques de manglar, cuáles son bosques de páramo, que antes solo llegábamos a decir bosque o no bosque, y ahora tenemos esa posibilidad de ir diferenciando. Ya se habló aquí de red, nosotros incursionamos también con todas las dificultades que para la escala otra vez de nuestro país representa el proceso red. Lo hemos visto más como una oportunidad ahorita de financiar estudios que nos permitan ver cuál es el estado de la cobertura, cómo nos permite también hacer esas consultas previas a las organizaciones de productores, a las comunidades indígenas, de cómo insertarse no solo en esta iniciativa internacional, sino también dentro del mismo programa de pago por servicios ambientales. Y tenemos también una expectativa ahí que desde el 2009 creemos que vamos a tener unos recursos adicionales para el programa de alrededor de $63 millones, pero que estamos en esa fase de cumplir requisitos, de hacer estudios, de volver a hacer consulta previa, de repetir, y todo esto dentro del marco de negociación con el Banco Mundial. Bueno, habían unas oportunidades a las que no me refería ahí. Creemos que dentro de lo que podemos hacer con la cooperación internacional, sobre todo es seguir en esta búsqueda de recursos adicionales, ¿verdad? Los recursos siempre son una limitante. De hecho, el programa atiende como un 15% del total de aplicaciones que por año reciben, el 85% se quedan fuera por falta de recursos, en algunos casos por falta de requisitos de los dueños de los predios. También creemos importante la posibilidad de seguir en este proceso de intercambios de experiencias sur-sur, y no solo para dar a conocer lo que hemos hecho, sino para aprender de los otros países. De hecho, ahorita tenemos con Perú un intercambio para aprender lo que han hecho ellos allá en las zonas secas en el tema de cosecha de agua, para tratar de replicar algo de esa experiencia en nuestra zona norte del país, que es bastante seca también, y que con el tema del cambio climático en los últimos años se ha agudizado el problema de las sequías. Y nosotros dentro de ese contexto también poder transmitir la experiencia del programa de pago de servicios ambientales para que ellos lo traten de aplicar en alguna de las regiones de Perú. Esto ha sido apoyado también por el programa Euroclima, un programa de la iniciativa de la Comunidad Económica Europea, y que en particular la implementación de este tiene un seguimiento de la agencia francesa Expertise France. Entonces ahí también hay oportunidades de interactuar y de hacer trabajo conjunto. Muchas gracias.
Merci Oscar. Donc nous avons la possibilité de 10 minutes de débat. Les questions sont ouvertes. Sí, muchas gracias por la presentación. A propósito de los proyectos GEF, en México se está implementando ahora un proyecto de los sistemas agroecológicos tradicionales de cara al cambio climático, y entonces justamente digamos se ve como una forma de conservación el desarrollo de estos sistemas agroecológicos y la conservación de estos sistemas agroecológicos para conservar la diversidad biológica. Y un componente fundamental de este proyecto es el componente de los vínculos con el mercado de los sistemas agroecológicos tradicionales. No es tanto un pago de servicios ecosistémicos, sino que es una forma de desarrollar las comunidades para que esa diversidad, agrodiversidad, pueda ser valorada. Entonces, no sé si en Costa Rica también ven en estas áreas naturales protegidas y en estos también el desarrollo de estos sistemas agroecológicos y estos vínculos, digamos, con el mercado. No se trata de que las comunidades vendan todos sus productos, sino que se trata de estimularlas a que cuando tengan un excedente lo puedan comercializar, como decíamos ayer, en ferias o en circuitos cortos, ¿no? Entonces no sé si tienen contemplada esta posibilidad. Sí. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí se consideran los sistemas agroforestales, tal vez limitado todavía solo al pago y no a cómo esos excedentes que se producen a partir de la implementación de los sistemas agroforestales podrían insertarse en los mercados locales o en el mercado nacional. Digamos que ahí hay una oportunidad también de mejora para el programa, en el tanto solo se está considerando la producción forestal y no todavía la parte agrícola o pecuaria que se da dentro de esos sistemas agroforestales. J'ai une question pour Oscar Sánchez. Voy a hacerla en español. ¿Podrías hablar en un minuto para señalar un poco lo que ha sido el programa RBA, que era más dedicado a agricultores familiares y que creo que es un programa complementar de la experiencia del FONAFIFO? ¿El programa? RBA, Reconocimiento de Beneficios Ambientales, que no es de tu ministerio. Ya. Bueno, ya yo no estoy en ningún ministerio, es un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, bueno, igual es un programa que busca reconocer las buenas prácticas agrícolas que tienen los productores y es un esquema más como de premios. Se busca una actividad que sea amigable con el medio ambiente o que produzca buenos impactos y el Ministerio de Agricultura hace una calificación de estos esquemas y finalmente da un reconocimiento que es un monto fijo por una única vez a un productor para estimular que continúe con estas buenas prácticas. Sí. Une question fond, qui a le micro? ¿Se fueron? Un vínculo, un impacto social. Un impacto social importante. Sin embargo, quería saber si en la concepción misma de este proyecto existe algún vínculo con programas sociales, con políticas sociales. Sí, en la concepción del programa no, ¿verdad? Cuando el programa inició, la preocupación era cómo recuperábamos la cobertura forestal, pero luego de eso sí fue necesario medir impactos y eso es algo que todavía en algunas áreas son tareas pendientes. Con la cooperación del CIRAD, acá de Francia tuvimos una primera
acercamiento a tratar de medir impactos socioeconómicos del programa, ¿verdad? Todavía yo creo que falta más en esa parte de los impactos socioeconómicos. Indiscutiblemente, cuando estamos trabajando con productores y con personas, eso es algo que al final nos interesa a todos y sobre todo a las autoridades del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? ¿Cómo impacta esto en las economías de cada una de las familias? ¿Cómo impacta en el Producto Interno Bruto? ¿Cuál es la retribución que el país obtiene de esta inversión? Al final lo vemos como una inversión que se hace en la recuperación de la cobertura. Pero en este tema de los impactos también nos hemos quedado cortos en los mismos temas que tienen que ver con el recurso mismo, ¿verdad? Hablamos de que si tenemos bosques protegidos estamos protegiendo el recurso hídrico, pero y hemos tratado de hacer mediciones, siempre son parciales, ¿verdad? Y ahí con eso vamos armando también la ecuación de cuánto debemos de pagar. Entonces, tenemos un poquito de información de cuáles son los impactos en la protección del recurso hídrico, un poco apuntando a la respuesta que dio Carlos Mario, o sea, cómo si el agua que usan los generadores de energía eléctrica tiene menos sólidos en suspensión, eso tiene un impacto más positivo en sus proyectos y en la rentabilidad de los mismos. Pero hay otros temas, por ejemplo, el tema de la biodiversidad, todavía cómo valorarla y cómo medir cuánto estamos impactando, aunque a veces uno dice, bueno, ya ahora estamos viendo más felinos que salen incluso a las carreteras y son, entonces suponemos que hay una recuperación de las poblaciones, en este caso de felinos, pero no tenemos los datos duros así para decir, bueno, partimos de, esta fue nuestra línea base y ahora llegamos allá. Y en el campo socioeconómico es algo en donde todavía yo creo estamos debiendo como país para tratar de hacer más y donde hay oportunidades de investigación abiertas, muchísimas. Bien, merci à tous les intervenants, merci pour ces questions dans la salle.